Bienvenue sur le podcast ENSA et vous. Vous écoutez la seconde partie de l'interview de Maria Alexa, doctorante en modélisation mathématique de maladies infectieuses à l'Institut Pasteur et ENSA Alumni, promotion 2023. Elle a accepté de répondre aux questions de Tiantin Tan Chong et Léo René, élèves ingénieurs de l'ENSA et Paris, respectivement en deuxième année et en césure. Bonne écoute! Moi, j'aimerais revenir sur un point. Le master que tu as choisi avec Polytechnique, si je ne me trompe pas, tu es quasiment l'une des seules à l'ENSAE à l'avoir fait. Et je voulais savoir comment tu l'avais découvert, comment t'es venue l'idée d'attaquer à cette spécialité des statistiques, et si aujourd'hui ça t'a aidé à trouver ta thèse, par exemple. Alors, en effet, il n'y a pas grand monde à l'ENSAE qui fait ce master. Donc, il s'avère que j'étais la deuxième personne à l'avoir fait. Et donc, c'est en trouvant la première personne qui l'a fait et en posant des questions à cette personne que je me suis rendu compte que c'était vraiment le master qu'il me fallait. Parce que, en fait, donc moi, je voulais faire des statistiques appliquées à la santé publique. Et c'est vrai que l'ENSAE nous permet d'avoir un grand background méthodologique, mais on a moins ce côté application au domaine de la santé. Et c'est pour ça que j'ai décidé de rajouter ce master à mon parcours pour essayer d'avoir un peu plus une cohérence dans mes choix et dans ma direction. Et donc, je l'ai trouvé par hasard et c'est vraiment super utile. Enfin, c'est des toutes petites promos. On était 18 dans le master. Et je pense que c'est en partie grâce à ce master que j'ai pu avoir ma thèse actuellement parce que justement ma direction connaissait les gens qui organisaient le master et du coup je me suis rendu compte que dans le domaine de la santé publique, c'était un master très reconnu. Ça m'a permis d'obtenir ma thèse en plus de l'ENSAE. D'accord. Tout au long du parcours de l'ENSAE, les étudiants ont l'opportunité de faire plusieurs stages. Toi, Maria, tu as choisi de faire tes 3 stages dans 3 différents laboratoires, mais toujours autour du domaine de la santé. Et donc, avec cette expérience, quelle différence as-tu ressenti entre ces laboratoires? Donc en effet, j'ai effectué donc mon premier stage à l'ENSAE, mon stage d'ouverture. Je l'ai effectué dans une équipe de recherche à l'INRIA. Et c'était super intéressant, c'était, du machine learning. Mais en effet, une des spécificités de cette équipe, c'était sa taille, parce que c'était une toute petite équipe, de 5 personnes. C'était super intéressant, mais en effet, c'était une équipe, petite. Ensuite, mon deuxième stage, je l'ai effectué en Suisse, donc au Swiss Tropical and Public Health Institute. Et là, en comparaison, j'ai découvert un peu ce que c'était de travailler dans un institut. Et donc j'ai découvert, certaines choses qui me plaisaient, typiquement pouvoir participer à des séminaires dans l'institut. Enfin, j'ai eu l'opportunité, de discuter avec un grand nombre de personnes qui sont pas forcément dans ton équipe. Et donc je pense qu'une des différences principales, c'est vraiment la taille des équipes, ça joue pas mal. Et enfin, mon dernier stage, je l'ai effectué à l'Institut Pasteur et donc c'est comme ça que j'ai voulu un peu retrouver ce que j'avais, trouvé en Suisse, donc un peu le fait d'appartenir à un gros institut et de pouvoir se balader et parler avec, de nombreuses équipes. Est-ce que tu penses que notre background ENSAE nous facilite l'accès à ces stages de recherche? Et si oui, est-ce que tu as des conseils pour les gens qui passent des entretiens pour les stages de recherche? Est-ce que pour toi, c'est la même chose que passer les entretiens pendant le privé? Alors je pense que notre background NSAE est parfait pour faire, de la recherche. Donc c'est vraiment un profil qui est recherché et avec lequel, vous pouvez travailler dans à peu près tous les domaines, de la recherche à l'heure actuelle. Maintenant, c'est vrai que, les entretiens de recherche sont, je pense, très différents, des entretiens typiques. C'est-à-dire que là, ce qu'on va regarder, c'est plutôt, votre intérêt pour le sujet, votre curiosité. Est-ce que, vous voudriez continuer dans la recherche après? Ça, c'est aussi quelque chose, d'intéressant. Hem Et ainsi de suite. Et par contre, je pense que, les entretiens en recherche sont beaucoup plus, décontractés. Heu, Typiquement, on veut juste savoir, vos compétences, ce que vous avez fait et votre intérêt, pour la recherche. Est-ce qu'ils peuvent poser des questions techniques en entretien, par exemple? Du style, définis-moi ce que c'est une chaîne de Markov, des trucs comme ça, quoi. Je pense que ça dépend des laboratoires. Typiquement,
moi, j'ai surtout fait des entretiens donc pour de la recherche appliquée et j'ai jamais eu de questions trop techniques, en entretien, mais ça va dépendre de chaque chercheur. Donc je pense que et surtout si vous faites, des entretiens pour de la recherche théorique, il y a de fortes chances qu'il y ait des questions, un peu techniques. Un peu, ouais, un peu technique. Et nous, à l'ENSEE, on a la chance d'avoir au quatrième étage les labos du CREST. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des chercheurs du CREST qui travaillent sur les mêmes problématiques Alors, que toi ou des problématiques hem, similaires? donc il y a des chercheurs au CREST qui travaillent sur, des statistiques bayésiennes et qui font de la recherche en statistiques bayésiennes et qui du coup enfin, en gros, ils font de la recherche sur des méthodes, principalement, que moi ensuite je vais pouvoir utiliser. Donc on fait pas exactement la même recherche et à l'heure actuelle au CREST, on n'a pas de chercheurs vraiment en santé publique parce que c'est pas, enfin c'est parce que c'est pas l'objectif, du CREST. Mais du coup, on va se rejoindre plutôt sur la partie, des méthodes. D'accord, c'est très intéressant. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir le CREST, au sein même de l'ENSAE. Tu me parlais tout à l'heure de candidature spontanée. Tu as candidaté, je crois, 3 fois et tu as eu 3 stages. Comment c'est possible? Comment tu peux inciter les étudiants à oser comme ça faire des candidatures spontanées? Hem C'est vrai que les candidatures spontanées ont très bien fonctionné pour moi. Je pense qu'en recherche, il faut oser parce que, les chercheurs n'ont pas obligatoirement le temps de poster, des offres de stage et que souvent, ils ont des financements pour des offres de stage, mais pour faute de temps, ils vont pas obligatoirement poster une offre, quelque part. Et donc ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai pris la liste de tous les stages, qui ont été faits à l'ENSAE. J'ai trouvé tous les stages qui ont été faits en santé publique et j'ai envoyé un mail, aux chercheurs et ça a très bien fonctionné parce que, enfin, d'une certaine façon, ça montre, un intérêt encore plus fort. Parce que, on a pris le temps de les retrouver et sans même qu'il y ait une offre et de communiquer avec eux. Donc je pense qu'il faut absolument oser, les candidatures spontanées et surtout avec, des gens qui ont déjà eu des NSAE en stage, ça facilite, la communication. D'accord, merci beaucoup. En fait, ouais, c'est juste que je pense que la demande pour, les stages, enfin, en recherche dans le public, elle est plus faible ou en tout cas dans les domaines où je me situais moi et que en fait, les recherches sont tellement spécifiques. Enfin, là, on est sur, de la résistance aux antibiotiques, enfin et pas que ça, enfin, on continue à aller dans la spécificité que je pense que, enfin, les chercheurs, ça leur fait plaisir qu'il y ait quelqu'un qui s'intéresse aussi à leur sujet de recherche parce que c'est aussi un sujet de recherche qui est personnel. Enfin, c'est leur choix, c'est eux qui ont trouvé ce sujet de recherche, qui ont dû monter des financements pour, l'obtenir, ce qui peut être le cas dans d'autres entreprises, bien sûr. Mais comme ça c'est un peu cet aspect-là de enfin, c'est leur travail de toute une vie, ils sont contents qu'il y ait quelqu'un qui s'intéresse et ils vont être vers l'échange parce que je pense qu'ils sont peut-être un chouïa moins sollicités, Je suis d'accord. Et pour rebondir sur ce que tu as dit sur les que les candidatures entreprises. spontanées, moi, je me suis déjà retrouvé dans la situation à l'ENSAE où un professeur n'a pas publié de demande de fiche de recrutement pour des stagiaires ou pour l'été ou pour un stage de 6 mois, juste parce qu'il pensait que ce qu'il faisait intéressait personne. Pourtant, il avait le budget, il avait tous le même, peut-être même le temps, mais il est parti du principe que ce qu'il faisait intéressait personne. Ouais, bah, ouais. Ils ont pas obligatoirement le temps enfin, ça prend du temps et ils ont pas une équipe administrative derrière qui est là pour, faire de la communication sur leur travail. Enfin, les chercheurs, ils sont souvent tout seuls. Donc ça veut dire poster une offre de stage en plus, ça veut dire prendre du temps sur leur temps de recherche, pour la publier, essayer d'avancer, enfin, de faire la communication qui va avec. Donc ça prend de l'énergie et si c'est un chercheur qui est un peu jeune, il doit avoir déjà, 1000 choses à faire. Donc c'est pour ça qu'il y a pas obligatoirement, toujours des offres de stage en recherche. Il faut enfin ça c'est un première étape de screening en fait, c'est trouver le chercheur, trouver le sujet qui vous intéresse et essayer de parler avec lui ou elle. Oui, moi je suis d'accord avec le fait que c'est surtout les petites structures. Moi, mon premier stage aussi, c'était par candidature spontanée. C'était dans une entreprise, dans un petit fonds d'investissement.
et c'était une candidature spontanée. Ils avaient un sujet à me donner qui matchait très bien avec les compétences que l'on a après une première année de l'ENSAE, mais ils n'ont pas posté parce que ça demandait des ressources et ça demandait d'avoir quelqu'un qui soit là pour pouvoir recruter, pour pouvoir faire passer des entretiens, pour ensuite le recruter. Et ils avaient pas tout ça. Et avoir quelqu'un qui demande, ça permet d'avoir quelqu'un qui déjà qui est intéressé par le sujet et qui ensuite est vraiment intéressé et qui est motivé pour faire le stage, quoi. Ouais. Mais ouais, à l'NCA, on a beaucoup d'exemples de success story avec des candidatures spontanées, hein. À l'échelle de ma promo ou des autres promos, à chaque fois des gens qui me disent ils ont envoyé un message à un tel sur LinkedIn et ça a fonctionné. Mais ouais, sur nos métiers, ça fonctionne très bien. Est-ce que tu aurais des conseils pour les élèves de 1A, 2A ou 3A pour leur parcours à l'ENSAE? Des choses qui t'ont aidé, toi, aujourd'hui, à arriver là où tu en es? Bah, je pense que, un conseil que je pourrais donner, c'est, de ne pas, négliger les options, en maths. Donc que ça peut faire un peu peur, mais que, enfin, typiquement, moi, les cours qui ont été, de la plus grande importance, c'était, les options en mathématiques en deuxième année, puis ensuite, en troisième année. Donc je pense que c'est super utile et que, voilà, donc d'un point de vue, pédagogique, ce serait ça et ensuite, enfin, le conseil, c'est un peu d'apprendre à se connaître, de voir quel domaine, vous intéresse et ensuite de ne pas, hésiter à foncer dans ce domaine-là, même si vous pensez qu'il y a pas beaucoup d'insight dans le domaine en question, parce que c'est faux, il y a des insights partout. Donc, vous n'êtes pas obligé de vouloir faire ce que fait le voisin. Vous pouvez choisir des domaines, un peu niches et vous lancer dessus parce que, enfin, vous avez toutes les compétences pour. Voilà. Ah, super, merci beaucoup pour les conseils, Maria. Merci beaucoup, Maria. Merci à vous. Merci beaucoup à Maria et Alexa pour ces conseils. Merci également à Tien Tin Tan Chung et Léo René pour l'animation de cette interview. Pour découvrir les carrières possibles après l'école d'ingénieur NSAE Paris, retrouvez-nous pour un prochain épisode NSAE vous. Et d'ici là, on vous donne rendez-vous sur le site internet et les réseaux sociaux de l'école. À bientôt!